Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 15e point presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que l'agenda de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère des Armées avant de passer au focus thématique dédié à l'accompagnement des blessés. Il sera présenté par le colonel Armel Jourot, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, qui reviendra sur les 30 ans de la Cabat, ainsi que ses perspectives pour les années à venir. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous présentera ensuite les opérations militaires françaises en cours. Ce mardi 30 mai, Sébastien Lecornu a participé à une réunion avec Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et leurs homologues djiboutiens, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense, et M. Mahamoud Ali Youssouf. Cette rencontre a permis de lancer la revue du traité de coopération en matière de défense entre Djibouti et la France. Son cadre avait été tracé lors de la déclaration conjointe du président de la République et de son homologue djiboutien, M. Ismaël Omar Guelleh, en 2021. Les 4 ministres ont ainsi réaffirmé leur volonté de poursuivre le partenariat stratégique et d'approfondir la relation bilatérale entre la France et Djibouti. Cette semaine, le ministre des Armées poursuit les débats relatifs au projet de loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale. Patricia Miralles s'est également rendue à l'Assemblée dans le cadre des questions au gouvernement et des débats relatifs à la LPM 2024-2030. Pour commencer avec les sujets d'actualité, ce mardi 30 mai, l'armée de l'air et de l'espace a signé une convention tripartite avec l'École normale supérieure Paris-Saclay et l'ENS Alumni. D'une durée de 5 ans renouvelable, cette convention doit permettre aux 3 partenaires de faire émerger les actions communes de recherche scientifique et de culture aérospatiale. Différents dispositifs seront mis en place pour les promouvoir, tels que l'organisation d'événements communs, par exemple des colloques, séminaires, des journées d'études, et l'élaboration d'articles et de publications sur des thématiques liées à l'air et à l'espace. Cette convention vise également à encourager les collaborations de recherche dans les domaines de l'air et de l'espace et la réalisation de thèses de doctorat en lien avec le Centre d'études stratégiques aérospatiales. Je poursuis avec 2 événements à venir organisés par l'armée de terre. Le premier se tiendra les 10 et 11 juin avec la première édition des rencontres autour du drone. Organisées par le 61e régiment d'artillerie au quartier général d'Aboville à Chaumont, ces rencontres se présenteront sous la forme de démonstrations statiques et dynamiques, et un salon du drone sera ouvert aux industriels, aux innovateurs et aux enseignants-chercheurs partenaires du régiment. Un colloque sur les drones sera également organisé par les jeunes de l'IHEDN Grand Est et par l'amicale du 61e régiment d'artillerie. Avec plus de 10 000 visiteurs prévus chaque jour, cet événement offrira une grande visibilité à l'artillerie, au renseignement, à l'armée de terre, ainsi qu'à tout le département de la Haute-Marne. Pour mémoire, le 61e régiment d'artillerie est le régiment de renseignement référent et expert dans le domaine des drones et de l'imagerie. Son actualité est particulièrement riche en 2023. Le régiment a en effet participé à l'exercice Orion. Il est également engagé sur les théâtres d'opération avec tout type de drones et d'imagerie. Aussi, il verra arriver prochainement le drone tactique Patroller. Cette livraison sera suivie par une phase de formation et d'évaluation. Autre actualité majeure pour le régiment, l'école de drone ouvrira ses portes à la rentrée 2023. Le deuxième événement concerne la préparation opérationnelle des forces. Du 12 au 23 juin se déroulera la 10e édition de l'exercice interarmes, interarmées et interalliés Royal Black Hawk. Pendant 2 semaines, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Croatie et les Pays-Bas participeront à cet exercice annuel d'aérocombat organisé par le 1er régiment d'artillerie dans la région de Belfort. Plus de 400 militaires seront réunis sur une zone comprise entre Belfort, Besançon et Val-d'Aon pour cet exercice. Au niveau capacitaire, ce sont 4 hélicoptères de manœuvre NH-90 Caïman, 2 Lynx AW159 Wildcat, des Mirage 2000D et des Rafales de l'armée de l'air et de l'espace, des F-16 de l'armée de l'air belge, ainsi qu'un avion Atlantique 2 et des Rafales de la Marine nationale.
Plusieurs unités de l'armée de terre regroupant des spécialistes de l'appui aérien, du renseignement, de l'artillerie sol-sol et solaire, du génie, des transmissions, ainsi que de l'infanterie s'entraîneront conjointement avec leurs homologues alliés. L'objectif est de maintenir leur capacité opérationnelle et de renforcer leur interopérabilité. Concernant les actualités en lien avec le domaine capacitaire, jeudi dernier, le 25 mai, le commandement de la logistique des forces a annoncé la mise en exploitation de ces nouveaux porte-engins blindés sur BC, dits PEBS. Ceux-ci ont fait l'objet d'une première série d'acquisitions afin de mieux répondre aux besoins de l'armée de terre et de ses véhicules de la gamme Scorpion. Les porte-engins du 516e régiment du train ont pour la première fois acheminé des Serval, Griffon et Jaguar au sein du même convoi, et cela formalise ainsi la pleine intégration des nouveaux PEBS dans la logistique opérationnelle. Pour rappel, l'appui à la mobilité des blindés est une fonction inhérente au soutien des forces. Elle assure des missions opérationnelles de transport de véhicules blindés par voie routière. Et cela représente une véritable projection de puissance des forces armées permettant de préserver leur potentiel. En effet, un véhicule blindé, même s'il en a les capacités, n'a pas vocation à faire du roulage. Grâce aux PEBS, Griffon, Serval et Jaguar peuvent emprunter les itinéraires les plus rapides sans avoir à être détournés. Après validation du prototype, une première tranche de 15 PEBS a été produite par des industriels entre septembre 2022 et avril 2023. Elle a ensuite été livrée aux 3 régiments d'appui à la mobilité des blindés de l'armée de terre, les 503, 511 et 516e régiments du train. Le 516e régiment du train a par ailleurs formé près de 80 pilotes PEBS depuis la livraison des 15 premiers véhicules, et ce n'est qu'un début. Ces formations de personnel sont amenées à se multiplier avec la livraison à venir de 25 PEBS dans les prochains mois. Dans un contexte de préparation opérationnelle à la haute intensité, il est en effet primordial de prétendre à une plus grande autonomie capacitaire. L'acquisition des PEBS au sein de l'armée de terre lui permet ainsi d'être aussi réactif que possible pour déployer les moyens blindés sur son territoire comme en Europe, en diminuant les recours à la sous-traitance. Toujours dans le domaine capacitaire, le 22 mai, la Direction générale de l'armement a réceptionné le Rafale biplace B360 sur le site de Dassault Aviation à Mérignac. Il s'agit du 2e exemplaire d'un lot de 40 avions prévu d'être livrés d'ici à la fin 2025. Sachez que 13 d'entre eux seront livrés à l'armée de l'air et de l'espace avant la fin de l'année 2023. L'appareil a été convoyé le 26 mai à DGAEC en vol pour être porté au standard F4.1. Il participera ensuite à une campagne d'expérimentation au Centre d'expertise aérienne militaire de Mont-de-Marsan. Je vous invite par ailleurs à revisionner, si ce n'est pas déjà fait, le JDEV dédié aux experts de la DGA disponible sur notre chaîne YouTube. Le standard F4.1 apporte des évolutions capacitaires majeures dans le domaine du combat aérien collaboratif. Parmi elles, on peut noter l'intégration du viseur de casque Scorpion, des améliorations de la conduite du tir pour l'utilisation du missile Météore, une évolution des algorithmes de détection passive des menaces, ainsi que des capacités accrues d'échange de données entre rafales. Je poursuis avec la notification d'un nouveau marché. Le 4 mai dernier, la DGA a notifié à la société Naval Group un marché destiné à étudier les cas d'usage principaux et de l'architecture système d'un drone sous-marin de grande taille. Dénommé UCUV, ce drone armé a pour principale caractéristique une grande autonomie et une grande allonge. Muni de capacités multimissions, notamment de renseignement, de surveillance et de frappe, il interviendra dans la lutte sous la mer. Cette étude doit ainsi permettre à la DGA et à la Marine nationale, avec le soutien de Naval Group, de définir les cas d'usage principaux. À l'issue, une feuille de route sera établie afin de préparer un futur programme d'armement. Toujours en lien avec la Marine nationale, vendredi 26 mai s'est tenue la cérémonie d'admission au service actif du remorqueur portuaire de classe 30 tonnes Céladon à Toulon. Elle a été présidée par le vice-amiral d'escadre Bois-de-Vézy, préfet maritime de la Méditerranée. Pour rappel, la Direction générale de l'armement avait réceptionné le bâtiment et l'avait livré à la Marine le 28 février dernier.
Basé à Toulon, ce bâtiment est le premier d'une série de 20 remorqueurs portuaires de 30 tonnes destinés à la Marine nationale. Ces unités sont conçues pour assister les navires de surface et les sous-marins lors des manœuvres d'accostage et d'appareillage. Elles participeront également à l'action de l'État en mer, notamment en Outre-mer. Dernière actualité en lien avec la Marine nationale. Le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier, premier d'une série de 4 unités, poursuit ses essais au large de Toulon. Mené par la DGA avec le concours de l'équipage d'armement, ces essais permettent de tester l'ensemble des systèmes de ce nouveau bâtiment. Sa livraison à la Marine nationale est prévue à l'été 2023. Cette semaine, les essais ont été orientés autour des systèmes de combat et de la plateforme aviation. Ils ont permis de mener un premier ravitaillement à la mer d'une frégate étrangère. Comme dans chaque phase d'essai préalable à la réception d'un bâtiment, et particulièrement d'un premier de série comme le Jacques Chevalier, l'équipage d'armement participe pleinement au développement du programme et en partageant ses remarques aux industriels et à la DGA. Je conclus les actualités du ministère avec 2 événements en lien avec notre focus thématique. D'abord, les rencontres militaires blessures et sport, dites RMBS. Ce dimanche 28 mai a débuté la 12e édition des RMBS qui se poursuivra jusqu'au 24 juin au Centre régional de la jeunesse et des sports d'Aubigny-sur-Ner dans le Cher. Créé en 2012 par la CABAT, dont nous avons le plaisir d'accueillir le chef aujourd'hui, les RMBS contribuent au parcours des reconstructions par le sport des militaires blessés. Ces rencontres, organisées en coordination avec le CNSD, le Cercle sportif de l'Institution nationale des invalides et les autres cellules d'aide aux blessés, visent à faire découvrir aux militaires blessés la pratique d'activités sportives adaptées à leur pathologie, tout en leur permettant d'échanger avec l'ensemble des acteurs du suivi médico-social. Je termine avec l'annonce du parrain de la 7e édition de l'opération avec nos blessés, débutée le 7 mars dernier. Thierry Dussautoir nous fait l'honneur de parrainer cette nouvelle édition de l'opération interarmée qui vise à sensibiliser le public à la reconstruction des soldats qui ont subi des blessures graves au combat. Rugbyman de renommée internationale, Thierry Dussautoir a joué au poste de 3e ligne L et a représenté l'équipe de France lors de 80 sélections avant de prendre sa retraite sportive en mai 2017. Après avoir hésité à rejoindre les armées, il a commencé sa carrière de sportif de haut niveau en 2001. Il a notamment remporté 2 titres de champion de France, disputé une finale de la Coupe d'Europe et a été élu meilleur joueur du monde par l'International Rugby Board en 2011. En tant que parrain de l'édition 2023 de l'opération avec nos blessés, Thierry Dussautoir se rendra à l'hôpital d'instruction des armées de Percy lundi prochain, le 5 juin, pour rencontrer les blessés. Il accompagnera également le général Chiche, chef d'état-major de l'armée de terre, au RMBS le 16 juin. Ces 2 événements seront ouverts à la presse et les journalistes qui sont intéressés peuvent se rapprocher du CIRPATER. Avant de passer au focus thématique, y a-t-il des questions en salle ou en audio ? Je passe donc au focus thématique dédié à l'accompagnement des blessés. Le risque blessure psychique ou physique est malheureusement inhérent au métier de soldat. Tout est donc mis en œuvre pour le réduire au maximum. Nos armées bénéficient d'une préparation opérationnelle intense qui permet de prévenir les dangers de blessures. À cela s'ajoutent des équipements de plus en plus performants dans le domaine de la protection individuelle et collective. Aussi, la France est l'une des rares nations à être en capacité de déployer une chaîne de santé complète, autonome et réactive n'importe où dans le monde. Cette dernière s'est particulièrement illustrée lors de l'opération Sagittaire, lorsqu'un module de chirurgie placé en zone de guerre a permis d'opérer sous 50 degrés un commando blessé. Malgré ces dispositions, la blessure est une réalité pour nos armées et le ministère des Armées déploie donc de grands moyens pour accompagner les blessés. Il a renforcé depuis plusieurs années sa politique de soutien aux blessés et le réseau qui le met en œuvre. Il déploie pour la période 2023-2027 un nouveau plan d'action global d'une ampleur inédite qui a été présenté le 10 mai dernier par Patricia Miralles. Ce plan s'articule autour de 3 grands chantiers. Le premier,
améliorer la prise en charge et le suivi médico-administratif. Deuxième, simplifier l'accès aux droits et renforcer la réparation des préjudices. Enfin, le troisième, c'est renforcer l'accompagnement et les parcours de reconstruction du blessé sur la durée. Le nouveau plan blessé 2023-2027 est le premier à proposer de manière aussi complète une prise en charge unique et cohérente de tous les blessés et leurs familles et de toutes les blessures psychiques et physiques. Il est construit pour pouvoir s'adapter en permanence aux besoins individuels de chaque blessé. Pour faciliter l'accès à la formation, le ministère des Armées a notamment ouvert la maison numérique des blessés. Ce portail a pour objectif de simplifier les démarches, de réduire leur délai de traitement et d'améliorer les dispositifs de reconnaissance et de réparation. Par ailleurs, l'accompagnement des blessés psychiques a été renforcé ces dernières années. L'état de stress post-traumatique est pris en compte au même titre que les blessures physiques. Parmi les initiatives novatrices, Athos, un dispositif de réhabilitation psychosociale initié début 2021, offre un accompagnement personnalisé et de proximité dans un environnement non médicalisé. La 4e Athos a été inaugurée par la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire le 27 avril dernier à Pluneret, dans le Morbihan. Et en tout, ce sont plus de 300 blessés qui sont accompagnés dans ces établissements. La LPM 2024-2030, actuellement débattue à l'Assemblée nationale, prévoit la création de 6 nouvelles maisons Athos, dont 2 en Outre-mer, ce qui portera leur nombre à 10. En 2025, le projet de village de blessés devrait voir le jour. Il s'intègre dans l'axe reconstruction par le sport du parcours du blessé. Le CNSD, les trois armées et le service de santé des armées sont pleinement engagés dans ce programme qui offrira une capacité d'hébergement au sein du CNSD pour les blessés et leurs familles. Le village des blessés proposera un accompagnement personnalisé via une reconstruction par le sport. Elle est complètement intégrée et coordonnée avec les services contribuant à la prise en charge et suivi. Alors, si ces nouvelles mesures visent à accroître le soutien et l'accompagnement des blessés, l'aide portée est bien plus ancienne. En effet, il existe un large réseau qui soutient blessés et familles au plan médical, moral, psychologique, financier, juridique et social. On peut citer l'unité d'origine du militaire, le service de santé des armées, l'Institution nationale des invalides, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, Défense Mobilité, l'Action sociale des armées et les cellules d'aide aux blessés, dont la CABAT, qui fête son 30e anniversaire cette année. Je vais maintenant laisser le colonel Joreau, chef de la CABAT, vous présenter la politique d'accompagnement des blessés de l'armée de terre, portée entre autres par sa cellule. Colonel, je vous cède la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour, colonel Joreau, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Cette année, nous fêtons un anniversaire, 30 ans. En 1993, par la volonté du chef d'état-major de l'armée de terre, la cellule d'aide était créée. Elle a pour mission principale de soutenir les blessés en service et les familles de nos camarades endeuillés. Comme ce nom ne l'indique pas, nous nous occupons des camarades blessés et des familles touchées par le deuil. Cette action se place dans l'urgence, mais pas seulement, car la CABAT assure pendant toute la durée nécessaire un rôle de coordination et de conseil auprès de nos camarades et de leurs proches. La cellule est placée sous l'autorité du gouverneur militaire de Paris, donc nous sommes installés à l'Hôtel National des Invalides, et fonctionnellement nous sommes aux ordres du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Cette cellule incarne 2 choses. D'une part, la nécessité ou l'obligation de chaque chef d'état-major, donc du chef d'état-major de l'armée de terre, d'accompagner les camarades blessés ou les familles endeuillées. D'autre part, elle incarne la fraternité d'armes qui anime tout militaire quand nous sommes dans la difficulté. L'action est située en priorité dans la chaîne d'urgence, dès qu'il va y avoir dans la chaîne opérationnelle un stratévac, où il y aura la mise en œuvre d'un plan hommage pour un camarade décédé, principalement en opération. Et là, la CABAT va effectuer un travail de remise en condition opérationnelle de nos camarades blessés en lien avec les acteurs institutionnels, privés et associatifs. L'objectif est bien de permettre un retour à l'activité, que ce soit au sein de l'institution ou par ailleurs.
La Cabat est donc un point de convergence d'un certain nombre de parcours, de moyens engagés. Et elle est une tour de contrôle pour le commandement sur la situation des blessés et des familles endeuillées. La mission, qui est définie dans une première directive qui date de 2011, reconfirmée par une directive de 2022, se résume par cette fameuse phrase « Ne laissez personne au bord de la route ». Ainsi, pour travailler, la Cabat, avec ses experts, elle va mettre au service des blessés et des familles une série d'expertises dans l'accompagnement ciblé dans un projet de réinsertion. Dans la durée, la Cabat va veiller avec l'unité d'appartenance. Il y a un lien direct avec le régiment, notre unité de base. Elle va travailler aussi avec l'action sociale des blessés. L'objectif étant que le blessé donc, soit suivi durant sa convalescence jusqu'à sa réinsertion dans l'institution militaire ou dans une entreprise dans le secteur civil. Point particulier, depuis 2017, la Cabat est un peu plus en capacité d'orienter des blessés ou malades hors service, ce qui n'est pas le cœur du métier, puisque nous devons accompagner déjà un peu plus de 1300 camarades qui sont en congé longue durée, en congé longue maladie. Enfin, depuis 2018, la Cabat, qui est une cellule, je vous ai dit donc, à l'Hôtel National des Invalides, a vu se mettre en place des petites cellules déconcentrées dans chaque état-major de zone de défense pour renforcer l'accompagnement des blessés qui étaient suivis dans chaque hôpital d'instruction des armées de province et de développer certaines actions de reconnaissance ou d'entraide et donc de régionaliser en fait la recherche d'entreprise également pour nos blessés engagés dans le dispositif Oméga. Toute l'action se situe dans le parcours de reconstruction du blessé dont vous avez déjà entendu parler. Ce parcours qui place le blessé et sa famille au centre de l'ensemble des actions menées, est animé par une volonté. Autant le médecin va avoir une obligation de soins, pour les cellules d'aide, on se positionne dans une obligation d'accompagnement. Cette pédagogie de l'accompagnement, elle va être fondée sur ce parcours qui est le fruit maturation des 10 dernières années. Ainsi, les paramètres administratifs, juridiques, sociaux et RH se sont imposés en complète synergie avec le parcours du soin qui prime avant tout. Mais également se sont mis en place la reconstruction par le sport, avec les rencontres militaires blessures et sport qui ont été précédemment nommées, qui est la porte d'entrée un peu du parcours de reconstruction par le sport. Également la réhabilitation psychosociale de dispositif Athos. Nous avons déjà près de 300 militaires blessés de toutes les armées qui sont membres des maisons. Et la réinsertion professionnelle. Il faut penser que ce parcours, tous ces axes, tous sont complémentaires et nécessitent donc une coordination des différents acteurs. Et c'est directement ça qui contribuera à la meilleure réinsertion de notre camarade blessé, qui est vraiment notre objectif. Ainsi, ce parcours fait l'objet de coordination au sein de commissions pluridisciplinaires de suivi de la réinsertion, de la reconversion du militaire blessé, CPS2R, qui ont lieu dans chacun des hôpitaux d'instruction des armées, tous les 4 mois à peu près. Au cours de ces réunions, les praticiens hospitaliers, les cellules d'aide, l'action sociale des armées, l'Office national des combattants victimes de guerre, Défense Mobilité, vont partager, en respectant bien évidemment le secret médical, le secret social, mais partager pour savoir quels sont les meilleurs axes à proposer aux blessés pour sa réhabilitation. CPS2R participe donc pleinement à une individualisation du suivi du blessé qui repose sur cette coordination entre les acteurs, leur complémentarité et une continuité entre les acteurs pour accompagner et entourer le blessé. L'Office national des combattants et victimes de guerre, par exemple, a un rôle important quand le blessé sera réformé pour raison médicale. Les cellules d'aide ne l'accompagneront plus au titre de leur mission et donc un passage de relais pour les camarades qui sont ressortissants de l'Office national des combattants et victimes de guerre se fera. Il y a donc cette nécessaire continuité. En rentrant un peu dans le détail, si j'ai un peu, la cellule d'aide en plus, avec ces différents acteurs, va proposer différents stages, soit dans le cadre de la reconstruction par le sport, en co-animant principalement les RMBS, mais en proposant aussi un stage mère et blessure qui avait été créé avec l'hôpital d'instruction de Percy pour nos camarades blessés juste après la guerre d'Afghanistan pour retravailler à la proprioception pour ceux qui avaient eu des amputations.
Il y a aussi un programme qui est proposé pour la resocialisation, le programme Arion de médiation canine. Nous sommes à la 3e édition. Et bien sûr, le gros travail sera sur des stages proposés pour la réinsertion professionnelle avec le parcours Oméga. Il s'agit en fait là de permettre à des blessés de faire des immersions en entreprise pour pouvoir essayer de mieux se déterminer. Ça s'adresse essentiellement aux blessés en état de stress post-traumatique qui, pour plus de 90%, ne pourront pas réintégrer l'institution. Pour autant, il s'agit bien de les aider à revivre par le travail. Et donc, par ces stages, leur permettre de comprendre ou de réaliser qu'ils ont des ressources, des valeurs qui, si elles ne peuvent plus être transposées dans le milieu militaire, peuvent leur permettre de trouver une nouvelle place dans la société civile par un travail toujours animé par ces mêmes compétences et ces valeurs. C'est tout l'enjeu en fait de ces centres ressources des blessés de l'armée de terre. Pour une légère mise en perspective, face à l'accroissement du nombre des blessés, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu la volonté en fait de renforcer la chaîne d'accompagnement des blessés de l'armée de terre. Donc la CABAT va prendre une nouvelle dimension, une CABAT NG. Ça s'appuiera essentiellement sur la création en fait d'une véritable chaîne d'accompagnement du blessé, du régiment, jusqu'à l'état-major CABAT qui sera toujours donc aux invalides. Et avec un renforcement de personnel, un renforcement de la formation pour bien accompagner dès la blessure notre camarade blessé. Ceci va être vraiment constitutif en fait et contributif de la volonté du président de la République et du nouveau plan d'action ministériel qui vous a été présenté, qui vise à simplifier les démarches, mais qui va permettre surtout d'assurer un meilleur suivi, un meilleur accès aux droits et renforcer notre accompagnement, nous auquel nous sommes très attachés, pour accompagner nos camarades, surtout dans la durée, pour qu'ils puissent, le plus tôt possible, mais à leur rythme, nous ne faisons que les accompagner, nous marchons à côté, à leur rythme, leur permettre de reprendre une activité. Je suis ouvert à toute question. Merci. Bonjour colonel, Daphné Benoît de l'AFP. J'ai 2 questions. Vous avez évoqué le chiffre de 1300 personnels de l'armée de terre en congé longue durée, donc suivi par la CABAT. Est-ce que vous pouvez nous donner la proportion de cas de SPT dans ce chiffre-là? Et par ailleurs, vous évoquez un renforcement du personnel de la CABAT dans le cadre du nouveau plan d'aide aux blessés. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en chiffres? Qu'est-ce que ça signifie pour la CABAT en termes organiques? Combien de personnels seront ajoutés à la CABAT? À quelle échéance? Et peut-être en termes budgétaires aussi, qu'est-ce que ça représente? Merci. Oui, sur la répartition de nos camarades blessés, au fil du temps, l'évolution maintenant, il y a une certaine stabilisation, on est à 70% en fait, de militaires blessés en service qui sont en état de stress post-traumatique et accompagnés pour cela par service de santé, soignés par service de santé et accompagnés par la CABAT, et 30% qui sont touchés par une blessure physique. Pour la deuxième question, il y a tout un groupe de travail. L'objectif, en fait, c'est de renforcer le mariage territorial. Je vous ai évoqué les petites cellules déconcentrées mises en place en 2018. C'est sur ces cellules-là, qui a un personnel, que va s'agréger en fait un nombre supérieur de référents avec un chef qui vont pouvoir donc assurer un accompagnement de proximité, et ces cellules seront au sein de chaque état-major de zone de défense rattaché à la zone terre et au plus près d'un hôpital d'instruction des armées et aussi à côté d'une maison Athos. Donc on renforcera ce lien de synergie entre les acteurs de l'accompagnement, avec un volume qui va être adapté en fonction du nombre de blessés répartis et soignés dans chacun des HIA ou répartis sur la carte, sur la France en fait. Puisque vous avez un point moyen très important de blessés plutôt dans des zones sud-ouest. Donc là, la maison d'Athos par exemple, qui était la première mise en place, elle le justifiait. Donc il y aura un renforcement par exemple de l'équipe plutôt sur le sud-ouest par rapport à d'autres zones. Bonjour mon colonel, Nicolas Barotte du Figaro. Juste pour compléter la question de Daphné, en termes de nombre de soldats, de camarades qui pourraient être accompagnés, vous êtes à 1300 aujourd'hui, dans cette CABAT NG, quel est votre objectif? Et une deuxième question, avant la CABAT, qu'est-ce qui existait pour accompagner les militaires blessés? Merci.
on va finir par la deuxième question. On commençait par la deuxième question. Avant la CABAT, il existait, et ce qui existe toujours en fait, c'est l'accompagnement par le régiment et la fraternité d'armes. Ce qui s'est passé en 93, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait un début de... Vous vous resituez dans le contexte historique, hein. On a les dividendes de la paix, mais on a eu une guerre froide, finalement, qui a provoqué peu d'engagement. Et paradoxalement, nous savons que depuis 1993, nous n'avons jamais été autant engagés. Et donc là, il y a une inversion, en fait, et on s'aperçoit que la structure qui était mise en place, c'est-à-dire de proximité, n'est peut-être pas suffisante. C'est pour ça que, petit à petit, se met en place cette structure centrale. Par rapport aux objectifs, on va se positionner dans une logique, pas encore de dire combien faudrait-il de gens, mais plutôt combien souhaiterions-nous que les référents accompagnent de blessés. Actuellement, on a un peu plus de 130 blessés en congé longue maladie, congé longue durée maladie, accompagnés par un référent à la CABAT. L'objectif, c'est de descendre en dessous de la barrière, un peu symbolique ou pas, des 80, ce qui permettrait en fait d'améliorer le contact direct entre un référent et le camarade blessé qui est accompagné. Merci. Bonjour mon colonel, Patrick Sauce de BFM TV. D'abord, vous avez parlé des blessés. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus sur l'accompagnement des familles endeuillées, oui, voilà, oui, sur le long terme, au-delà de ce que vous disiez, c'est-à-dire la fraternité d'armes. Et puis, évidemment, on sait que c'est l'armée de terre qui paye le plus lourd tribut sur les blessés, sur les morts. Mais puisqu'on parle de syndrome post-traumatique, ça touche toutes les armes. Est-ce que la CABAT existe en termes de CABAM ou CABAE et comment ça fonctionne? Merci. Oui, effectivement, chaque armée-service a sa cellule d'aide. Il se trouve que la plus ancienne est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, mais la marine, l'armée de l'air et de l'espace, le service de santé ont une cellule d'aide. Après, pour différents services un peu petits, il y a des échanges, des partenariats, des protocoles. Donc la CABAT accompagne des camarades du service du commissariat des armées, par exemple. Sur l'accompagnement des familles endeuillées, il y a une action immédiate et une action dans la durée. Pour l'action immédiate, comme pour le principe du blessé, le principal moteur que vous avez mentionné, c'est bien la fraternité d'armes, donc le régiment est au contact. Pour autant, dès que ce sera un décès en service, en opération, il va y avoir la mise en œuvre d'un plan hommage, voire un plan hommage national avec le ministre. Et donc, la cellule d'aide va être aux côtés de la famille et l'interface entre la famille, le régiment, les autorités militaires et politiques, et s'appuyant sur l'état-major de zone de défense de Paris, du gouverneur militaire de Paris, qui, lui, a la responsabilité de la mise en œuvre du plan hommage, et qui sera présent pour accompagner, recevoir les familles quand il va y avoir ce plan hommage. Après, dans la durée, la CABAT va passer le relais, toujours avec un lien vraiment géographique local entre le régiment et la famille, si elle le souhaite, puisqu'on peut avoir des distorsions ou des répartitions géographiques qui fait que le lien sera ténu plutôt. Et après, il y a un accompagnement avec l'Office national des combattants et victimes de guerre, qui prend sa pleine dimension, notamment au titre des pupilles de la nation, et qui accompagne les veuves de nos camarades, ou veufs de nos camarades décédés. Il y a pour cela d'ailleurs un protocole et des réunions bilatérales entre l'Office national et un vrai dialogue en fait entre l'Office national des combattants et victimes de guerre et l'armée de terre pour pouvoir garantir et assurer cette continuité. Mais tout est proposé et à la disposition des familles. Bien évidemment, nous avons toujours parfois, au niveau central, à la CABAT, des liens avec des familles de décès qui remontent à quelques années. Et le chef d'état-major de l'armée de terre organise, en s'appuyant sur la CABAT, nous organisons en fait une journée des familles endeuillées pour nos camarades militaires décédés en service, une fois par an, aux Invalides, en présence donc du chef d'état-major de l'armée de terre. Et on permet en fait aux familles de venir, de rencontrer un certain nombre d'associations qui peuvent les aider, pour pouvoir échanger et aussi rencontrer d'autres familles. Car on sait que dans le deuil, dans le cheminement, il est très important aussi d'échanger entre personnes ayant été touchées par le même deuil. Et il y a un moment de mémoire avec le chef d'état-major. Oui, colonel, au sujet justement des familles endeuillées,
J'ai appris hier, je l'ai peut-être complètement raté, je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait une nouvelle notion qui avait été ajoutée de mort pour la République. Si j'ai bien compris, il y a les morts en OPEX, les morts pour la nation, et maintenant il y a ce concept de mort pour la République qui permet finalement de prendre en compte des soldats décédés ces dernières années dans le cadre de leur service, mais pas déployés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, et ce que ça représente en termes de nombre de personnes concernées qui justement vont se voir décerner ce titre? Oui, alors effectivement, on parle des mentions, sans qu'on parle de hiérarchisation, mais bien de mise à l'honneur, en fait, du décès d'un camarade. La première mention historique, qui date de la Première Guerre mondiale, est la mention « mort pour la France ». Et on s'est aperçu qu'il y avait certaines carences pour des camarades qui étaient morts dans des circonstances particulières sur le territoire national. Or, le texte législatif ne permettait pas d'attribuer une mention « mort pour la France ». Et le cas typique était quand même quand il y a eu un assassinat par l'affaire Mera. Et donc a été créée la mention « mort pour le service de la nation », qui est attribuée pas seulement à des militaires, mais qui peut être attribuée à des camarades de la gendarmerie et surtout des camarades de la police nationale, par exemple. À la demande du président de la République, avec le Covid, s'est mis en place une réflexion aussi pour d'autres circonstances de décès, pour mettre à l'honneur comme homme des agents de l'État, et plus particulièrement nous, des militaires, qui étaient morts en service dans des circonstances particulières ou exceptionnelles, pouvant amener à être mis à l'honneur, donc, avec cette nouvelle mention de mort pour le service de la République. Cette mention n'est donc pas spécifique au ministère des Armées. Cette mention est attribuée sous la tutelle en fait, de Madame la Première ministre et peut être attribuée à différents fonctionnaires de l'État. Et il se trouve qu'effectivement, des camarades de l'armée de terre, mais d'autres armées, vont avoir ou ont reçu déjà la mention de mort pour service de la République. Pour l'armée de terre, c'est un peu plus d'une dizaine qui l'a eu. Il y a un effet rétroactif, réglementaire. Donc on ne pourra pas rattraper des camarades morts en exercice dans des circonstances exceptionnelles avant mars 2016. Ça apportera, un complément, pardon, ça apportera notamment la possibilité d'avoir le statut pour les enfants de pupille de la République, qui n'est pas tout à fait le même statut que pupille de la nation. Bonjour, mon colonel Merdialec Raffray de Valeurs Actuelles. Je voulais juste vous reposer une question sur les chiffres pour être sûr d'avoir bien compris. Les 1300 blessés, vous avez dit, ce sont les blessés que vous accompagnez sur la longue durée. C'est accompagnement sur la longue durée, je reprends vos termes. Est-ce qu'il faut considérer donc que c'est un volume, le volume de blessés actuel dans l'armée de terre, ou est-ce qu'il y a un autre chiffre différent de celui-là voilà. Oui. Ça, c'est une partie de nos camarades qui sont blessés. Et vous en avez tous les jours. Je ne maîtrise pas, bien évidemment, tout ceci, puisque ça peut être une invalidité qui va durer 15 jours, 3 semaines. Nous sommes sur ce périmètre de camarades qui ont eu une invalidité, une blessure, qui nécessite d'être accompagnés au-delà de 180 jours, qui est le congé maladie ordinaire. Et à partir de ce moment-là, ils seront accompagnés par position médico-administrative, soit pendant 3 ans, soit pendant 8 ans. 3 ans, c'est pour une maladie physique. 8 ans, une maladie qui nécessite un congé longue durée une blessure, pardon. C'est ça la grande différence. Avec une autre spécificité quand même, parce qu'il y a un véritable effort réglementaire ou statutaire pour les militaires. Pour un militaire qui était blessé en opération et sur l'opération Harpie, donc en Guyane, il peut y avoir des prolongations du congé maladie ordinaire, ce qu'on appelle le congé du blessé, avec un objectif qui est bien celui que je vous citais précédemment, c'est au maximum permettre au blessé de reprendre son activité au sein de l'institution. Y a-t-il d'autres questions en salle ou en audio ? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne serai plus disponible. Je repars rejoindre les blessés aux rencontres militaires blessures et sport. Au revoir. Merci beaucoup, colonel. Donc nous allons passer au point sur les opérations en cours. Colonel Godillère. Merci, Madame la Directrice. Bonjour.
On commence par les opérations, les missions sur le flanc est de l'Europe, où les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de la posture de l'OTAN et où elles sont des alliés fiables, crédibles et solidaires. Cette démarche s'inscrit dans une démarche ferme et non escalatoire, et donc dans la contribution aux mesures de réassurance de l'OTAN. Il n'y a pas que l'OTAN, il y a notamment en ce moment un exercice majeur organisé conjointement par la Suède, la Norvège et la Finlande et le Danemark, qui s'appelle Arctic Challenge Exercise, ACE, et qui se tient du 29 mai au 11 juin. Tous les participants, eh bien, c'est 14 nations qui sont réparties sur 4 bases aériennes, en Norvège, en Suède et en Finlande. Et la France déploie en Finlande, à Rovaniemi, sur la base aérienne de Rovaniemi, quelques 250 aviateurs, 5 Mirage 2000D, 5 Mirage 2000-5, un AWACS, ainsi que 90 marins et 6 Rafales marines. Les militaires français sont stationnés avec les F-18, les chasseurs F-18 finlandais et des Eurofighters allemands. Le début de cet exercice a consisté en des vols de familiarisation avec les alliés partenaires et puis le terrain. Et les premiers scénarios d'exercice, en tant que tels, ont débuté le 29 mai avec environ 2 vols par jour. ACE 2023 permet de développer la coopération entre les chasseurs, tout en améliorant leur interopérabilité autour de procédures standardisées, notamment par les standards OTAN. En mer Baltique, cette fois-ci au sein du Task Group OTAN de guerre des mines, qui s'appelle le SNMCMG-1. Le chasseur de mines tripartite Pégase, qui est intégré à ce Task Group du 15 au 25 mai, a participé en mer Baltique donc à l'opération Open Spirit 23 de contre-minage de mines historiques. Cet exercice, cette mission est organisée par la marine lettonne et a réuni dans le détroit d'Irbe 19 unités, ainsi qu'une composante terrestre de plongeurs des mineurs et d'équipes de mise en œuvre de drones. Aux côtés de chasseurs de mines alliés, de marines alliées, le Pégase a découvert 8 mines à Orin, relocalisé 4 mines et procédé à 11 contre-minages. Enfin, le Pégase a réalisé un ravitaillement à la mer avec le bâtiment support du Task Group OTAN, le Nordkap, je vais aller plus vite, au cours de l'opération. Il poursuit désormais sa mission en mer Baltique. En Estonie, renforcement de l'interopérabilité au sein du Battle Group, avec un exercice majeur que nous avons abordé la semaine dernière et qui a pris fin. Cet exercice majeur s'appelait Springstorm et il réunissait 14 000 alliés de 11 nations de l'OTAN, dont le sous-groupement tactique interarmes Lynx, avec des renforts parachutistes français et la section de tir César qui ont été intégrés et qui ont démontré leur capacité à travailler en environnement interallié. Il y a eu un live fire exercise, donc du tir réel réalisé cette dernière semaine, et qui ont permis à ces batteries César de faire leur premier tir d'exercice sur le flanc est de l'OTAN. Lors de cette séquence, la France a su prouver sa capacité à agir au profit de son allié estonien et au profit de l'OTAN, en combinant ces différentes unités, aussi bien sur terre ou encore en mer, avec l'intégration d'un PSP, un patrouilleur de service public qui s'appelle le Cormoran. En outre, le 27 mai, une section du SGTIA a participé à un exercice amphibie interarmée en coopération avec la première brigade estonienne et les forces armées britanniques. La section amphibie du SGTIA a sécurisé les côtes de Paldiski pour soutenir le débarquement de blindés britanniques, en l'occurrence, mais aussi des transports de troupes français Griffon. Ces moyens ont permis d'ouvrir la voie aux forces terrestres alliées embarquées sur le HMS Albion en mer Baltique. Là aussi, l'objectif de la manœuvre est de renforcer la coopération militaire au sein de l'OTAN et de démontrer l'interopérabilité des forces sur le flanc est de l'Europe. Dans l'air, des missions air shielding, donc des missions aériennes au profit de l'OTAN. Vous savez que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'armée de l'air et de l'espace continue d'assurer des missions de surveillance et de défense aérienne dans ce cadre de dispositif, donc air shielding.
Le 25 mai, le système de défense solaire Mamba, qui est déployé en Roumanie, et 2 Rafales français ont participé à une mission de préparation opérationnelle dans l'espace aérien roumain, aux côtés de F-22 américains, F-18 espagnols et F-16 turcs. En soutien, un avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix a ravitaillé en vol les Rafales et les F-18 espagnols. Depuis le 30 mai, de plus, un avion ravitailleur C-135 de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique est déployé sur la base aérienne de Zagreb, en Croatie. Vous pouvez le voir sur la photo, à droite. Il est placé sous commandement de l'OTAN et il participe ainsi aux missions de ravitaillement en vol des avions de chasse engagés dans la surveillance du flanc est de l'OTAN ou dans des exercices interalliés. C'est un détachement d'une petite trentaine d'aviateurs qui assure la mise en œuvre et la protection de cet aéronef depuis Zagreb, illustrant la capacité de l'armée de l'air et de l'espace à se déployer sous court préavis avec une empreinte réduite. En Roumanie, renforcement de l'interopérabilité, là aussi, avec le détachement Aigle, et le 24 et le 25 mai sur le camp militaire de Cincu, les hommes du génie de la compagnie néerlandaise du Multinational Battle Group, dont la France est nation cadre, conduit un entraînement aux tirs explosifs avec une section du génie française. Dans un premier temps, l'entraînement était centré sur l'ouverture d'accès urbain par explosifs et la prise d'un bâtiment. Et dans un second temps, des tirs d'explosifs ont été menés sur barbelés et véhicules. La compagnie génie prépare à présent l'exercice majeur Saber Guardian avec une manœuvre de franchissement du Danube qui impliquera près de 300 militaires français parmi 1200 sapeurs alliés. Toujours dans le cadre de la mission Aigle, on va revenir sur un exercice d'état-major qui s'appelait l'exercice Dacian Spring du 3 au 15 mai. Cet exercice s'est tenu à Medgidia, au sud-est de la Roumanie. C'est le premier du genre sur le flanc est. C'est un exercice qui permet de valider le concept de renforcement rapide des capacités de commandement de niveau brigade des forces françaises déployées sous commandement de l'OTAN. Il s'agit de s'assurer de la capacité d'interfacer très rapidement l'état-major français au réseau de commandement de l'OTAN en Roumanie grâce au BFCE, encore un acronyme, le Brigade Forward Command Element. Pour rappel, ce BFCE est déployé en permanence en Roumanie auprès de la Multinational Division South-East, MNDSE, et elle est composée d'un noyau préfigurateur d'officiers d'état-major. Celui-ci est chargé d'entretenir le lien hiérarchique avec les unités subordonnées, les bataillons multinationaux, dont le bataillon Aigle, et avec l'unité supérieure, qui est la division multinationale roumaine, la MNDSE. Ainsi, il peut mettre son expérience, sa connaissance des procédures et des hommes au profit d'un état-major de brigade complet envoyé en urgence depuis la France. Cet état-major de brigade est dès lors capable d'intégrer et de commander très rapidement une force interarmes et interarmée de 3 à 5 000 hommes, soit 2 à 5 bataillons, leurs appuis et leur soutien. Dans le cadre de Dacian Spring 23, c'est l'état-major de la 7e brigade blindée de Besançon qui a été projeté et qui a expérimenté le concept avec succès lors de cette séquence. Dès le 3 mai et donc le Startex, le début de l'exercice, son général commandant a pu immédiatement se placer aux ordres de la MNDSE, tandis que son poste de commandement était monté, sécurisé et raccordé en un temps record aux unités voisines, les PC de brigades notamment américaines et brigades multinationales roumaines sud-est. Tout ça en étant en capacité de commander des unités subordonnées, dont le bataillon Aigle, comme je vous ai dit, et le bataillon italien stationné en Bulgarie. La planification des ordres s'est effectuée en parallèle, permettant de dérouler un wargame dès les 9 et 10 mai, dans des conditions très réalistes. En résumé, Dacian Spring a démontré la pertinence du concept français de BFCE qui avait été entériné par l'OTAN et qui permettrait, en cas de dégradation de la situation sécuritaire, de déployer sur court préavis un état-major de brigade et des renforts cohérents et directement employables, à l'instar et un niveau au-dessus de ce que la France avait fait dès le 28 février 2022, soit 4 jours après l'invasion de l'Ukraine,
avec le Spearhead Battalion, qu'on appelait le bataillon fer de lance. Donc tout ceci pour dire qu'il n'y a pas que les unités qui font des actions cinétiques qui sont projetées sur ces théâtres, mais bien des éléments de commandement, et que ça participe tout autant aux opérations et aux missions qui s'effectuent au profit de l'OTAN en l'occurrence. En Méditerranée orientale, le 28 mai, la frégate multimission Languedoc a mené une séquence de coopération avec la marine et l'armée de l'air chypriote. Après quelques jours de relâche opérationnel à Limassol, le Languedoc a conduit à la mer des exercices de navigation, en formation donc avec la marine chypriote, des présentations pour ravitaillement à la mer, un exercice de visite ou encore un exercice d'appontage d'un hélicoptère de l'armée de l'air chypriote. Là encore, démonstration d'interopérabilité entre les marines. Au Proche et au Moyen-Orient, on commence par Daman, avec le renforcement de l'interopérabilité dans le domaine de l'évacuation aérienne. Du 23 au 25 mai, le sous-groupement de maintenance adapté au théâtre a conduit une séquence de formation conjointe avec le 5e régiment d'infanterie des forces armées libanaises à Kafr Dounein, visant à approfondir les connaissances dans le domaine de la maintenance du VAB, du véhicule de l'avant blindé. Ces séquences permettent de maintenir l'interopérabilité entre le FCR, Force Commander Reserve, et les forces armées libanaises, tout en développant une capacité opérationnelle réciproque. Le 24 mai, l'AMET, donc Aero Medical Evacuation Team, l'AMET française de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, à Nakoura, a conduit un entraînement d'évacuation héliportée à proximité de la ville de Dermimes. L'objectif de ce type d'exercice est de permettre et d'entretenir les compétences et les procédures médicales entre les différentes nations de la FINUL et de maintenir un haut niveau de coordination. Pour les forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, enfin dans leur zone, une saisie de produits stupéfiants par la FLF, la frégate de type Lafayette Surcouf, qui est déployée en océan Indien depuis le 23 mai, et qui a entamé une patrouille dans le golfe d'Aden dans le cadre de l'opération de l'Union européenne Atalante. Dans la nuit du 25 au 26 mai, le Surcouf a procédé à une saisie de produits stupéfiants sur un boutre sans pavillon, naviguant le long des côtes omanaises. Un total de 2 tonnes de hashish ont été saisies, soit une valeur de 20 millions d'euros de stupéfiants qui sont de fait retirés des réseaux de trafic de drogue illicite. En Indo-Pacifique, poursuite des activités de coopération maritime par la FREM Lorraine, qui était partie le 18 mai de Singapour et qui est actuellement déployée en mer de Chine avant de faire une escale à Tokyo. La Lorraine sera la première frégate de premier rang à faire escale au Japon, et la présence de ce bâtiment de la Marine nationale intervient un mois après l'escale de la frégate de surveillance Prairial à Yokosuka dans le cadre de sa mission Asie 23. Donc ça illustre les activités et les interactions régulières entre les marines japonaises et françaises. À l'occasion de la présence de la FREM à Tokyo, plusieurs activités de coopération et d'échange de haut niveau sont prévues entre autorités militaires françaises et japonaises. Enfin, on termine par la poursuite de la circumnavigation du groupe Jeanne d'Arc, de la mission Jeanne d'Arc 2023, qui est composée, je vous le rappelle, du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, PHA Dixmude, et de son groupement tactique embarqué, et puis de la frégate Lafayette. Après une relâche opérationnelle et des exercices menés avec les forces armées en Polynésie française, à Tahiti et Raiatea entre le 17 et le 21 mai, les bâtiments Dixmude et Lafayette ont profité de leur passage dans la zone économique exclusive française et les eaux internationales pour réaliser des vols de surveillance maritime avec leurs hélicoptères embarqués Dauphin de la flottille 35F, des gazelles de l'aviation légère de l'armée de terre, ainsi que leurs drones S-100. Le groupe Jeanne d'Arc se dirige désormais vers l'atoll de Clipperton, un atoll qui est situé au large des côtes mexicaines et qui compte pour 435 000 km² de ZEE à la France. Et donc la FLF effectuera des missions de surveillance maritime et de police des pêches à l'aide de son hélicoptère Dauphin, comme nous l'avons souligné juste avant.
Dans la continuité de la mission Passion 23 réalisée par la frégate de surveillance Germinal, le Dixmude enverra une équipe d'intervention sur l'atoll à l'aide de ses embarcations légères pour réaliser des actions de souveraineté et de dépollution. J'ai terminé ce tour rapide des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. J'aurais deux questions, mon collègue. La première, est-ce que la France participe à la sécurisation du sommet de la communauté politique européenne à Chisinau, et comment, avec quels moyens? Et la deuxième question, dans les exercices, vous n'avez pas mentionné Formidable Shield, l'exercice qui testait les capacités d'interception supersonique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui a été réalisé par les bâtiments qui y participaient? Merci. Pour la deuxième question, je vous donnerai des éléments par écrit, une fois qu'on les a rassemblés. Et pour la première question, la France, le président de la République française a répondu à la demande des autorités moldaves de participer à la sécurisation du sommet de la CPE, au travers, d'ailleurs, en fait, en intégrant un exercice moldave qui a été, dont le ministère de la Défense moldave a parlé, qui s'appelle Air Bastion, donc Bastion aérien 2023, et notre contribution est majoritairement une contribution de moyens aériens qui sont en vol à l'heure actuelle. Donc, il y a des moyens aériens qui permettent de prendre en compte la protection d'un dispositif de cette nature. Il y a des avions en vol. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Parfait, ben nous vous remercions et nous vous donnons, merci colonel, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.